Dans le nord-ouest et le sud-ouest est-elle dans la rue? Bon nombre de Fonds et Chiefs se retrouvent en tout cas à Yaoundé, Douala et quelques autres localités du pays, après avoir été chassés, voire pourchassés par les groupes armés sécessionnistes encore actifs dans les deux régions. Cette semaine, le ministre de l'administration territoriale a réuni les dites autorités traditionnelles, victimes de menaces diverses, afin de trouver les voies et moyens qui leur permettent de regagner leurs chefferies respectives. Cela est plus facile à dire qu'à faire, clament certains observateurs de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Pour autant, le ministre Paul Atangandji estime que d'ici à la fin de l'année, les Fonds et Chiefs devraient tous ou presque avoir regagné leur territoire. Concrètement, comment cela va-t-il se passer? Quelle est la situation sécuritaire sur le terrain? Comment les populations jugent-elles les mesures d'apaisement prises par le gouvernement? Il y a là, en tout cas, matière à discuter. Invité d'actualité hebdo ce dimanche, un chef traditionnel de la région du Sud-Ouest qui, il y a quelque temps, avait lancé une coalition pour la paix en compagnie d'autres personnalités ressortissantes des deux régions. Chief Mille Norbert Nangia est sur le plateau d'actualité hebdo ce soir. Majesté, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous êtes prêt à regagner votre ou vos chefferies après l'appel du ministre de l'administration territoriale de cette semaine? Absolument, M. Ibrahim Chérif. Vous savez, un chef traditionnel n'aime mieux que chez lui. Si vous comprenez la tradition et certaines pratiques, c'est dans sa communauté qu'il est le plus à l'aise. Donc, si la situation fait que le chef quitte ce cadre, il n'est pas du tout confortable, et s'il y a des opportunités d'un retour, mais c'est la bienvenue. Est-ce que c'est sous la menace des groupes armés sécessionnistes que la plupart des chefs ont quitté leur territoire? Je dirais c'est d'abord par prudence. Il est vrai, d'autres ont été ciblés. D'autres sont partis parce que les demandes des sécessionnistes devenaient pressantes, les demandes matérielles. Il y avait beaucoup de chantage? Bien sûr, nous voulons de l'argent, nous voulons du soutien, nous voulons ceci. Ils vous rendent visite, et ils voudraient que vous manifestiez votre soutien à leur cause. À leur cause. Et ceci est difficile pour le chef qui sait que peut-être il n'y avait pas eu de réunions, des concertations avant que cela ne soit déclenché. Personne ne les a demandé leur avis. Ils sont levés un jour, ils ont commencé, et maintenant ils veulent prendre pour acquis le soutien des chefs. Et ceci est difficile. Est-ce qu'on vous demande de regagner vos chefferies? Est-ce qu'il y a des conditions que vous posez pour repartir? Oui, bien sûr que les conditions s'imposent. Ce n'est même pas que les chefs posent des conditions. Vous savez, il y a des localités qu'on ne peut pas, où on ne peut pas rentrer sans certaines assises sécuritaires, certains... Vous avez besoin, par exemple, du soutien de l'armée? Oui, absolument. Disons, du plan général de force de l'ordre et de l'administration. Et vous savez, comme ce n'est pas aussi facile, comme mettre derrière chaque chef traditionnel 2, 3, 4 gendarmes ou policiers. Vous voyez comment la situation est difficile. Mais nous pensons que si ça n'était le cas, la présence des forces de l'ordre serait vraiment la bienvenue. Et ça allait nous permettre d'accélérer même ce retour. Mais nous utilisons d'autres astuces, disons d'autres méthodes de rentrée
même quand nous savons que nous devons faire beaucoup attention. Quand on prend votre cas en particulier, vous êtes le chef supérieur des Batanga dans le département du Ndian, dans la région du Sud-Ouest. Parti de là depuis un certain temps, comment vous faites pour, j'allais dire, garder le contact avec la population restée sur place? Le fait que vous soyez parti, est-ce que votre chefferie n'est pas morte entre guillemets? Pour information, ma chefferie a été brûlée le 23 février 2018. Les sécessionnistes sont venus dans mon village en très grand nombre. Ils ont saisi tout le monde, ils les ont fait assis au sol et ils ont exigé qu'on aille m'informer. Comme nous n'avons pas de réseau téléphonique au village, mon neveu est allé avec un d'eux, là où il y a le réseau, m'informer qu'il m'exige certaines choses. On vous a exigé de l'argent? De l'argent, sinon ils allaient brûler ma chefferie et tuer toute ma famille restante au village. Bon, comme je n'ai pas donné, à la fin de cette journée, ils ont brûlé ma chefferie. Bon, je prends mon cas, je suis sans maison, comme on dit vulgairement au village. Rentrer est un peu plus compliqué. Mais le ministre Atangandji avait bien expliqué, dans le cas des chefs comme moi, que nous pouvons aller progressivement. C'est-à-dire quitter Yaoundé ou Douala, atterrir d'abord dans nos chefs-lieux régionaux. Rester là-bas et commencer à voir comment nous pouvons encore aller dans les chefs-lieux départementaux. Voilà. Et après, si la situation s'améliore, finalement aller au village, faire des visites, hein, aller-retour, parler aux populations, organiser le village. Vous savez, quand un chef quitte le village dans des circonstances que vous connaissez, il ne peut pas rentrer comme comme si de rien n'était. Oui, comme s'il était un commun... Un vulgaire citoyen. Qui était en voyage, il rentre, il ouvre sa porte. Non, il y a absolument des pratiques traditionnelles qui doivent se faire, des rites qui doivent être faites, des pourparlers, des assises. Et d'ailleurs, même dans le cas où certains de ces séparatistes sont de l'essor du chef, il est du bon ton de les inclure dans les pourparlers, qu'ils comprennent qu'on doit avancer. Le chef ne peut pas rester hors du village. Il faut qu'ils comprennent. Et comme ça, en les laissant parler, peut-être ils vont aussi dire des choses qui vont nous aider à trouver des solutions. Voilà en tout cas une affaire qui n'est pas finalement si simple. Chief, nous allons en parler tout au long de cette émission. Chief Mbile Norbert Nangia, merci de répondre ainsi à nos questions, aux questions des internautes également, dont je me ferai le porte-voix tout à l'heure. Actualité hebdo, la semaine en son et en image, les autorités traditionnelles du Nord-Ouest et du Sud-Ouest invitées à regagner leur chefferie par le ministre de l'Administration territoriale. C'est un sujet de Augustin Guizana. La semaine politique de Séverin à Legambélé, la semaine sociale de Rodrigue Bertrand Thiono. Madame, Monsieur, merci de votre fidélité à Actualité Hebdo. Notre invité, Chief Mbile Norbert Nangia, chef supérieur des Batanga dans le département du Ndian, région du Sud-Ouest. A tout de suite. Alors, Chief Mbile, quelle est la situation sécuritaire dans le Ndian, le département dont vous êtes originaire en ce moment? D'une manière générale, on dit que le calme semble être revenu, mais concrètement, est-ce que vraiment tout va bien dans le Ndian, par exemple? Dans le Ndian, oui, je peux l'affirmer, nous avons une situation assez stable. Vous savez, le Ndian a d'abord été objet de beaucoup de conflits. Je parle du conflit de Bakassi. Il y a eu le conflit de Bakassi déjà, oui. Qui a permis que l'armée vraiment s'installe dans la zone maritime. Absolument.
Cela fait que nous avons une bonne assise sécuritaire. Oui, dans ce sens-là. Et bon, à part cela, nous avons un bataillon installé à Mundemba, un autre à Kondotiti. Il est vrai que l'effectif n'est pas tel que souhaité. Bon, avec les problèmes de séparatistes, il a fallu agrandir le nombre de bataillons. Par exemple, chez moi, à Toko, il y a un bon groupe de bires. C'est-à-dire que l'armée s'est installée à l'intérieur des terres. Oui, à l'intérieur des terres. L'armée est là, à Kondotiti, bien sûr, il y avait déjà le bataillon. Dans d'autres lieux tels que Dikomeba, lui, ils se sont installés. À Bamousso, bon, c'est maritime, ils sont là. C'est une base. Oui. Et je pense que sur ce plan-là, ça va. Mais les séparatistes sont toujours là, présents dans certaines zones, dans certains villages reculés. Vous savez, nous n'avons pas de routes en tant que telles à l'intérieur du département. Donc ça fait qu'ils profitent de cet état des choses dues au manque de routes, oui. Au fait que la forêt soit véritablement présente là-bas. Tout à fait. Pour rester dans certains villages et mener et mettre leurs ordres en pratique. Mais bon, les villages étant aussi assez déserts, parce que beaucoup de gens sont partis. Il y avait des moments que ce n'était que l'ordre des séparatistes qui régnait. Ce n'était pas facile pour les villageois. Beaucoup sont partis. Maintenant, il y en a qui reviennent. Mais sur le plan général, il y a une accalmie. Même le fait que la zone étant assez reculée, il n'y a pas de moyens. Vous savez, les séparatistes suivent les conditions économiques aussi. Quand il n'y a pas beaucoup d'argent quelque part, ils n'ont pas d'intérêt. Beaucoup à ces zones-là. Voilà. C'est quand il y a de l'argent, il y a des choses, il y a le cacao, il y a l'huile. Voilà. L'huile de palme est bien ancrée dans l'Indiane, mais très tôt, le préfet d'Indiane avait banni le commerce de l'huile de palme. Il y avait un marché très fluide entre l'Indiane et le Nigeria. Comme le Douala et Limbe étant assez loin, ils vendaient l'huile au Nigeria. Ce marché-là, il est mort aujourd'hui. Il a été stoppé par les autorités et je crois que la présence de nos forces dans le Bakassi a renforcé cet ordre-là. Maintenant, même s'il y en a, c'est vraiment en très petite quantité. Est-ce qu'il y a des enfants de votre chefferie, des ressortissants de votre chefferie, qui, j'allais dire, ont basculé, sont allés retrouver les sécessionnistes, par exemple? Oui, pas mon village en tant que tel, mais dans mon canton, oui. Je me rappelle même de certains qui étaient assez proches de moi. Qui ont été convaincus. Vous savez, cette affaire... Qu'est-ce qu'ils disaient? Voilà, c'est une tromperie. On les a promis beaucoup d'argent. Bon, j'entends dire qu'on les avait promis des salaires des millions, voire plus, dans quelques mois, quand ils auront pris le pouvoir. Et ils croyaient vraiment que cela pouvait se faire. Donc, il y en a qui ont été promis des postes de commissaires, de sous-préfets, et tout, directeurs de ceci et cela. Donc, les gens, vous savez, les enfants qui sont au village, ils n'ont pas fait la grande école. Il y en a qui n'ont même pas fini l'école primaire en bonne et due forme. Vous voyez, ils sont amenés à croire que peut-être ils vont se faire un peu de l'argent et aller faire leur vie, voir ailleurs. Bon. C'est ça qui a été au début. Maintenant, beaucoup ont regretté. Ils ont vu que c'était des mensonges. Ils ont fait 2 ans, 1 an. Quand il avait déjà fait 1 an, il y en a qui ont dit, mais non, je ne peux plus continuer. Ils sont rentrés dans leur village, continuent à faire leurs activités champêtres et tout, et la chasse. Il y a d'autres qui sont partis carrément du terroir. Pensant que, bon, ce qu'ils ont fait,
les actions qu'ils avaient commises, peut-être leur interdisent de revenir. Va leur poursuivre. Donc ils étaient obligés de partir. Mais c'est ça, c'était une tromperie. Et jusqu'aujourd'hui, on va vous dire que ceux qui mènent cette affaire, ils ne sont pas cachés, ceux qui se cachent dans la diaspora, qui mènent cette affaire, continuent à tromper les populations. Il y en a qui pensent même que l'indépendance est proche. Il y en a qui n'écoutent pas. Vous savez, beaucoup de Camerounais, je ne sais pas par quoi, n'écoutent pas la voix du gouvernement. Il y en a qui n'ont jamais même ouvert le poste de radio pour écouter le journal dans Sia TV. Dans le Diane, par exemple, lorsqu'on ouvre le poste de radio, c'est pour écouter le Nigeria. Le Nigeria. Le Diane, c'est autre chose. Il n'y en a même pas. Il n'y a même pas de signaux de Sia TV, ni radio, ni télé. Bon, sauf si pour la télé et radio, sauf si on a des antennes que nous trouvions partout. Mais normalement, le gouvernement, si ce n'est pas les canaux des services du gouvernement, ce n'est pas encore le cas. Pour ne pas parler des arrondissements, il n'y a absolument rien. Donc, c'est ce qu'ils écoutent des réseaux sociaux, des messages qui les arrivent par d'autres personnes. Quelqu'un va prendre des messages dans son téléphone, aller dans un village, faire lire par tout le monde, ou le lire pour que tout le monde... Il y a donc un gros manque, un déficit d'information. C'est un problème d'information. C'est un problème d'information et je crois que, à part les efforts sécuritaires, dans le sens des soldats, nous avons besoin de rééduquer les populations. Mais ces populations sont bloquées par le problème que depuis qu'ils attendent certaines promesses de développement venant du gouvernement, cela ne vient pas. Ils sont un peu... Des routes, par exemple? S'il vous plaît? Des routes? Des routes, des services. Je vous ai dit que chez nous, il n'y a pas de radio, il n'y a pas de télé, pour ne pas parler d'électricité, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de route. Il y a vraiment... Bon, nous essayons d'expliquer ça un peu en disant que tout cela doit venir progressivement. Quand vous êtes reculé, dans une zone reculée comme nous, la route, pour arriver chez vous, doit passer par chez des autres. Et il faut avoir la patience d'attendre. Pour qu'une route vous arrive, il faut que cette route commence quelque part. Qu'elle arrive quelque part. Donc une route ne vient pas de l'air. Donc, bon, ils comprennent, mais quand ça perdure, ils comprennent que, bon, peut-être il faut écouter ceux qui disent, ceux qui prêchent la magie, que ça va arriver tout de suite. Vous aurez ceci, cela. Et ils disent, mais pourquoi pas? Mais après, bon, maintenant, ils ont compris que c'était vraiment la supercherie. Ils ont compris. Et maintenant, pour tout le monde, c'est le retour au calme. C'est le retour à la paix qui prime. Mais maintenant, ce n'est pas aussi acquérable comme avant, parce que les séparatistes sont là, ils tournent, ils ont les armes. Bon, il faut faire attention, parce qu'on peut se faire tuer. Absolument. Oui. Chief Mbile, voici l'invitation du ministre de l'administration territoriale, le chef traditionnel du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, bien vouloir regagner vos chefferies respectives d'ici à la fin de l'année. C'est un sujet de Augustin Guizana. Ils sont pour certains hors de leur chefferie depuis 2 voire 3 ans, fuyant ainsi les exactions des séparatistes dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Pourtant, ce sont les gardiens de la tradition de ce peuple et auxiliaires de l'administration. La situation préoccupe les pouvoirs publics. Le chef d'État, son Excellence Paul Biya, lui-même, le fond des fonds. Et puis il était préoccupé du fait que certains fonds sont résidents ici, ça fait déjà un certain temps. Et vous savez, les chefs traditionnels sont les auxiliaires de l'administration. Donc normalement, ils occupent un territoire et ils doivent exercer leur autorité sur ce territoire.
Donc les fonds du nord-ouest et du sud-ouest, pour la plupart de ceux qui sont à Yaoundé, c'est des fonds qui ont été victimes des atrocités des terroristes. Aujourd'hui, ils éprouvent le besoin de rentrer dans leur chefferie et d'être utiles à la République. Il faut profiter par remercier et exprimer profonde gratitude des chefs traditionnels aux chefs de l'État à travers le ministre de l'administration territoriale. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est preuve qu'ils ne sont pas abandonnés à eux-mêmes. Que le gouvernement pense aux chefs traditionnels qui sont déplacés de leur chefferie par force majeure, parce que ce qui se passe n'est pas imaginable. Pour les encourager et compte tenu du contexte politique, le chef de l'État Paul Biya n'a eu de cesse de faire des concessions. Nous avons fait une évaluation de la situation sécuritaire et il est évident aujourd'hui que les choses sont en train de se redresser et que l'OCAM revient progressivement dans plusieurs arrondissements et départements de deux régions et qui vont rentrer dans les régions, dans leurs régions respectives pour participer aux prochaines élections régionales quand le corps électoral sera convoqué par le chef de l'État. Et les chefs traditionnels applaudissent des deux mains ces initiatives. Nous étions ici aujourd'hui avec les membres du gouvernement, les parlementaires et les chefs traditionnels basés à Yaoundé. Tous les chefs traditionnels qui ont abandonné leur chefferie à cause de ce que nous tous, nous savons. Nous sommes en train de profiner les stratégies pour permettre que tous les chefs regagnent leur chefferie en paix. Parce que quand le chef n'est pas là, le village n'est pas là. Moi, je suis très content avec cette réunion parce que c'est une réunion pour nous, les chefs traditionnels. Le gouvernement veut nous accompagner pour qu'on retourne dans notre chefferie. La rencontre de Yaoundé a permis au ministre de l'administration territoriale de remercier les résilients pour un retour à la normale en toute majesté dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Chief Mbile, qu'est-ce que vous avez dit exactement au ministre de l'administration territoriale? Que demandez-vous au gouvernement? Nous avons été très ravis d'entendre que le chef de l'État voudrait apporter son aide pour que nous regagnions nos communautés. Je pense que cela va dans le très bon sens, parce que voir à un moment donné, nous pensions qu'on était vraiment abandonnés à nous-mêmes. Un chef traditionnel sans domicile fixe. Oui, et que surtout le gouvernement ne se souciait pas de nos conditions. Votre sort. Oui. Maintenant que vraiment cela est ressorti très clairement par la voie la plus autorisée, cela nous va tout droit au cœur et nous en sommes très contents. Mais maintenant, il faut maintenant aller dans le sens beaucoup plus pratique. Comment cela va se faire? Est-ce que c'est en termes de moyens financiers? Est-ce que c'est en termes d'aide au rétablissement de domiciles qui ont été séquestrés? Est-ce que c'est un moyen de renforcement de sécurité par l'établissement des postes militaires dans les chefferies? Militaires, oui, gendarmerie, voir certains grands villages. Bon, puisqu'il ne faut pas, je prends la situation du Ndiane, qui est le mien, les routes n'existent pas tellement. Il n'y a même pas de téléphone. Si on vous attaque, c'est peut-être après 24 heures que le poste qui est basé au chef-lieu d'arrondissement va apprendre la nouvelle. Donc il faut quand même faire quelque chose. Bon, je sais que ce n'est pas possible de mettre dans chaque village un poste militaire. Mais bon, il y a des façons de le faire que ça puisse... Il faut que le gouvernement trouve la solution. Donc, oui, quand nous avons suivi que c'est le chef de l'État lui-même qui s'est porté intéressé par notre sort, nous avons été très contents. Si on prend votre cas particulier, dans votre chefferie, on va dire votre palais a été mis à sac et incendié. Oui. Dans le même département du Ndiane, la chefferie du Premier ministre, le chef du gouvernement. Oui.
elle a été également incendiée. Oui. Qui reconstruit finalement? Ça va être le plan de reconstruction des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Qu'est-ce qu'on vous a promis? Non, sur ce plan-là, nous n'avons pas eu de promesses fermes. Mais ce qui a été dit, c'est que nous avons ce plan de reconstruction dont vous venez de parler, qui est là pour cerner tous ces problèmes de reconstruction. Pour le moment, ce qu'a dit le ministre Atangandji, c'est qu'il faut amorcer le processus de retour. Avec tout ce que cela va comporter, les solutions vont aussi suivre progressivement. Et avait-il dit, pour ceux qui ne peuvent pas arriver chez eux directement, il faut faire des stops dans les centres régionaux pour qu'on soit au moins dans sa région natale. En ce qui concerne les élections, apparemment, cela va dans ce sens-là. Les élections régionales. Oui, les élections régionales. Et ceux qui peuvent arriver dans les centres départementaux, ils peuvent arriver. Et même ceux qui veulent aller dans leur propre village, il a prêché la prudence. Il ne faut pas se jeter comme dans la gueule du loup. Voilà. Il faut aller progressivement, c'est-à-dire parfois peut-être par des visites aller-retour la première fois, reprendre contact, faire comprendre aux villageois que vous existez, vous êtes bien portant. Et que progressivement... Et vous commencez à organiser vous-même votre propre retour traditionnel. Je vous ai dit que le chef ne peut pas revenir et s'installer sans qu'il ne soit... Un chef ne rentre pas comme un vulgaire villageois. Pas du tout. Donc, mais le fait que cela soit amorcé est très bien. Et je pense que n'importe qui, même les villageois eux-mêmes, vont comprendre que ce message est pour les chefs, mais c'est aussi pour eux. Si les chefs peuvent déjà commencer à organiser leur retour, ça veut dire que tous les autres qui sont dehors doivent suivre le chef. Le chef ne veut pas aller seul, ils doivent suivre. C'est progressif, je crois que c'est très bien que cela soit entamé dans ce sens. Chief Mbile, comment est-ce que les populations que vous représentez jugent les mesures gouvernementales de ces derniers temps? Il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises après le grand dialogue national et même avant. Comment est-ce qu'on les juge? Est-ce qu'on pense qu'on avance ou alors on tourne en rond, on fait de la politique? Bien sûr que nous avançons, mais vous savez, pour le villageois, il aurait aimé que cela aille plus rapidement. Tout à fait. Vous imaginez quelqu'un qui ne peut pas aller récolter ses cacao comme il faisait avant, qui ne peut pas aller ventiler comme il faisait avant. Il voudrait que cela change vite. Alors, quand on dit on fait ceci, on fait cela, et puis ça prend du temps, on reste sur place, on est obligé de penser que cela ne va pas aussi rapidement qu'on devait le souhaiter. Mais je vous dis, les mesures qui ont été prises par le chef de l'État, les mesures d'apaisement, le grand dialogue, les réinsertions des anciens combattants, c'est formidable. Les plans de reconstruction. Personne ne peut dire que le gouvernement a manqué de volonté. Mais bon, on dit au Cameroun vulgairement, ce n'est pas les textes qui nous manquent, c'est l'application de ces textes. Donc, même là où nous parlons, il faut aller vite, il faut appliquer ce que le chef de l'État a impulsé par la mise en place des textes et procédures. Chief Mbile, je vais vous faire part tout à l'heure des questions que vous posent les internautes. Mais en attendant, voici la semaine politique de Séverin Alega-Mbele, le palais et les décrets du président. Vous parliez des textes tout à l'heure, le Premier ministre et les autres faits politiques de la semaine. Séverin Alega-Mbele. Au dernier pointage, le Cameroun affiche des chiffres porteurs d'espoir dans la lutte contre la maladie à coronavirus. 18 000 cas confirmés, 17 000 guéris, 408 décès, soit en valeur relative, un taux de guérison de l'ordre de 91,4%. Ces données présentées à la réunion virtuelle d'évaluation de la riposte contre le Covid-19, jeudi dernier, amènent le gouvernement à maintenir le cap en réduisant au maximum la contamination communautaire du virus. Le Premier ministre chef du gouvernement
Joseph Dion Gouté prescrit précisément le renforcement des capacités de dépistage et le suivi des malades déclarés. L'option gouvernementale s'appuie bien évidemment sur l'accompagnement des artisans dans la production locale des masques de protection individuelle, l'une des mesures barrières. Aujourd'hui, il y a non seulement une production importante, on a une capacité journalière avérée de l'équivalent de près de 300 000 masques par jour. Nous nous assurons que les artisans qui produisent ces masques recourent au certificat de conformité. Autre élément annexé à ce chapitre, la mise en place de la plateforme secteur public, secteur privé, afin d'atténuer les effets du Covid-19 sur l'activité économique. Nous avons pensé, ça fait partie des propositions qui ont été faites, que ce travail peut se faire sous deux angles. Il y a d'abord un premier pilier que nous avons appelé le pilier des mesures générales, à l'instar des premières mesures qui ont été prises en matière fiscale, en matière des douanes. Mais il devrait, à notre avis, y avoir un deuxième pilier qui concerne des mesures spécifiques. Et celles-là devraient permettre qu'on travaille filière par filière. Le gouvernement est attentif à l'évolution de la pandémie. Il l'est davantage dans le suivi des préparatifs de la prochaine élection à la Direction générale de la SECNA, Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar. Le Cameroun aspire à occuper ce poste. Le profil et les atouts du candidat ont été au menu des audiences accordées tout au long de la semaine au ministère des Relations extérieures. Dans ce champ des prévisions, la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme prépare les prochaines descentes dans les ministères les jours à venir. Après la promulgation de la loi fixant le cadre juridique général de la promotion de l'anglais et du français, les deux langues officielles du Cameroun, il est question pour la commission Moussongwe d'aller évaluer le niveau d'implantation du bilinguisme dans les administrations publiques. Au sujet de la décentralisation, il faut dire que des initiatives se multiplient afin de créer des passerelles permettant un meilleur financement des projets des collectivités territoriales décentralisées. Le réseau des parlementaires pour l'entrepreneuriat privé a échangé cette semaine sur la question avec les élus locaux de certaines communes de Yaoundé. Retour sur ce plateau avec notre invité, le Chief Mbile Norbert Nangia, chef supérieur des Batanga dans le Ndian. Nous allons en parler tout à l'heure, mais en attendant, je vous fais part des questions que vous posent les internautes. Emmanuel à Yaoundé, si les chefs rentrent dans leur localité d'origine, comment comptent-ils assurer leur sécurité face aux groupes armés? Je crois que nous l'avons dit. D'une part, nous attendons des décisions fermes des autorités pour nous rapprocher des militaires, de nous donner des postes des militaires. D'autre part, de nous-mêmes, en appelant aux villageois et aux séparatistes de venir vers nous pour que nous échangions ensemble et que nous voyons comment nous pouvons tisser un modus operandi. Il est question de restaurer l'autorité traditionnelle. Oui, de reprendre et de leur faire comprendre, parce que cette autorité n'a jamais été absente, mais de faire comprendre que leur riposte contre cette autorité n'est pas la solution. Parce que si vous braquez une âme à un chef, parce que vous voulez qu'il se soumette à vos ordres, ce n'est pas ça la fin de l'existence. Il faut aller au-delà de la brimade avec les armes. Il faut réfléchir, il faut raisonner, il faut s'asseoir avec les gens, il faut les faire parler. Maintenant, nous voulons l'indépendance, mais au niveau du village. Est-ce que c'est ici que l'indépendance là va s'acquérir? C'est-à-dire que l'indépendance ne tue pas la chefferie. Il ne faut pas que ni la chefferie, ni les villageois, ni les parents. Nous devons continuer à coexister en attendant que les choses s'améliorent pour tout le monde. Zibama, alias Général, dit: que répondez-vous à ceux qui pensent que c'est l'implication des autorités traditionnelles dans la politique qui a poussé les groupes armés à les chasser? Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. Quand le chef reçoit le sous-préfet, il pense que c'est la politique. Quand le chef reçoit le député, il pense que c'est la politique. Mais le chef doit
vivre avec les autorités de l'État. C'est important. Par exemple, il y a un problème de santé au village. Le chef ne va pas aller vers les villageois eux-mêmes, il va aller vers les autorités pour la solution. Si ces chefs n'avaient pas reçu le sous-préfet quand il était venu, ni le député, comment est-ce que le chef va alors les rencontrer pour poser les problèmes? On ne le connaît pas. Donc, il faut que les populations comprennent très bien. C'est le rôle que le chef doit jouer. Si le chef a besoin a un problème qui nécessite qu'il vienne à Yaoundé, il faut qu'il soit bien avec son député. Le député, en ce moment-là, on ne voit pas le parti, on voit le député. Mais parfois, on dit, si le député est du parti, on dit souvent le parti au pouvoir ou le parti proche du pouvoir, on sous-entend que ce député va toucher le ministre plus facilement. Parce que le ministre a été nommé par le pouvoir suprême du même parti. Qui est le chef de ce parti-là. Oui, et comme ça, un traditionnel réfléchit, il dit non, c'est mieux que je m'associe à ceux qui peuvent me résoudre les problèmes de mes enfants. C'est du réalisme, simplement. C'est du réalisme. Et les gens vont dire que c'est la politique. N'importe qui sera au pouvoir demain va se servir des chefs traditionnels comme ils servent le régime en place. Ce n'est pas parce que nous faisons la politique. Husseini Mohamedou, que pensez-vous de la mise en œuvre des résolutions du Grand Dialogue National? On en parlait tout à l'heure. Les gens sont pressés. Oui, les gens sont pressés, mais je vais vous dire, tellement de choses ont été dites lors de ce dialogue, il faut beaucoup de moyens. Et il faut être patient. Ce que nous voulons pour ce pays ne va pas nous revenir dans 2-3 ans. Il faut que nous... Actuellement, nous avons besoin de beaucoup de choses. Vous savez, quand le chef de l'État crée la commission du bilinguisme, ça va dans le même sens. Quand il crée la commission de désarmement, tout ça va... Vous savez, les choses sont en train d'être mises en place progressivement. Et si on pouvait avoir la paix pour commencer à les réaliser, je crois que c'est de ça qu'il est question. Charles Thierry Ngong dit « Ces chefs traditionnels ont-ils une réelle influence? Si c'était le cas, ils n'auraient pas fui. » Vous pensez que vous êtes toujours puissant chez vous? Très puissant. Très puissant. Ce n'est pas ce qui se passe, ce n'est pas comme il dit. Vous savez, quelqu'un avait dit, il y a les grands sorciers, mais la plus grande sorcellerie, c'est la balle qui quitte le canon d'un fusil. Même un grand sorcier, il lui faut le temps pour invoquer ses esprits et tout ça, ses ancêtres. Mais la balle d'un fusil n'attend personne. Et en quelques fractions de secondes, vous êtes atteint, vous êtes mort. Vous pouvez être un très grand sorcier, mais devant une arme, surtout les armes des Blancs, vous êtes rien du tout. Donc, je crois que si une seule personne qui est commanditée par des gens de la diaspora, ce n'est pas un secret, pour venir tuer un chef précis, il n'a pas besoin de faire une élection pour voir si le chef est populaire. Ils viennent, un seul, 2 personnes, 3 personnes, ils tuent le chef, ils fuient. On va dire qu'on a tué le chef. Donc, ces genres de questions vont dans le mauvais sens pour dire que quand les commanditaires, à partir de la diaspora, quand ils donnent leurs ordres et ils envoient les moyens, vraiment, ça n'a rien à voir avec... Ils n'ont pas besoin de savoir si le chef est populaire, non, autoritaire. Au contraire, c'est les chefs populaires qu'ils visent. Parce que moi, par exemple, ils m'ont visé parce que je suis au top de ma communauté. S'ils m'atteignaient, mais ça veut dire que toute la communauté est branlée. C'est-à-dire ils m'avaient ciblé. Dans le Toko, l'arrondissement de Toko, ils avaient dit on brûle la résidence du sous-préfet, après on va brûler le palais de Chief Mbile.
C'était ça le... C'était clairement... Oui, les deux là. Et quand on touche les deux là, on sait qu'on a fini. On a branlé les populations. Maintenant, ils vont travailler la population au corps. Rançonner les gens. Et il veut pas vous dire que vous avez vu ce qui s'est passé avec le qui est arrivé au chef. Et à Chief Mbile. Vous voulez aussi ça? C'est ce qu'ils ont voulu. Donc... c'est même le contraire. Justin Fotue-Kamga dit, le retour des chefs traditionnels ne va-t-il pas plutôt envenimer la situation, puisque les chefs sont perçus comme des soutiens du régime de Yaoundé? Oui, peut-être avant, mais maintenant, à l'heure où nous sommes, tout le monde est fatigué. Même les séparatistes eux-mêmes sont fatigués. Il y en a qui sont là juste parce qu'ils n'ont plus rien d'autre à faire. S'il y avait une autre porte, ils auraient pris cette porte. Tout le monde est fatigué. Même si ils savent que les chefs viennent et ils vont venir avec le renfort du gouvernement, vraiment, ce que les gens cherchent maintenant, c'est la paix, la résolution à ces problèmes de tuerie, d'insécurité, de la mort de notre petite économie, de la survie des villageois qui, d'abord, n'ont rien. Absolument. Ils n'ont rien. Le peu qu'ils géraient, avant, on leur disait que c'était rien. Mais maintenant, quand ils comparent ce temps-là... Ce lien-là est devenu important. Très important. Enfin, Landry Abba et Sombadi, comment allez-vous procéder pour faire entendre raison aux groupes armés afin qu'ils déposent les armes? Il arrive que vous leur parliez? Oui. J'ai beaucoup parlé aux séparatistes, surtout ceux venant d'Indian et de la Mémé. Vous savez, la Mémé, nous avons les Oroko. Donc, ils sont à cheval sur les deux départements. Oui, nous sommes là. Donc nous avons beaucoup parlé. Vous allez voir, aller dans le centre de Boya. Vous allez voir que le plus grand nombre... Le centre de désarmement. Désarmement, des réinsertions, des anciens combattants. La majorité des anciens combattants qui sont là viennent... d'Indian. Des zones Oroko. Tout à fait. Des zones Oroko. Et c'est parce que nous les parlons, nous avons parlé. Il y a beaucoup qui ont même impacté les camarades. Quand ils sont venus vers nous, ils sont puis... pour aller les parler. Et je crois que si l'Indien est maintenant aussi paisible qu'il est, c'est grâce à ce contact que nous encourageons d'ailleurs d'autres. Il y en a qui pensent que non, on ne peut pas parler. Non, ces enfants restent nos enfants. Ils ont erré, ils ont été trompés. Et il faut les faire revenir à la maison. Il faut les parler. Si le chef de l'État peut leur donner ce pardon-là, si vous déposez les armes, vous allez être pardonné. Pourquoi pas nous? Nous devons les parler. Nous devons dialoguer avec eux. Nous devons les ramener à la raison. Nous devons leur dire, malgré tout ce que vous avez fait, si vous déposez les armes, on va vous pardonner. Vous restez nos enfants. Vous restez nos enfants. Chief Mbile, nous allons faire une troisième halte dans cette émission avec la semaine sociale de Rodrigue Bertrand Antueno avec En Bonne Place. Comme c'est le cas depuis plusieurs mois maintenant avec la lutte contre la pandémie du coronavirus au Cameroun. Voici Rodrigue Bertrand Antueno. La semaine s'est ouverte avec la publication des résultats de l'enquête administrative ouverte par le ministère des Enseignements secondaires suite à la fuite qu'ont connue les épreuves de physique, SVT et chimie au cours de la session 2020 du baccalauréat. Les auteurs de la fuite sont au nombre de 7, tous en service à l'Office du baccalauréat du Cameroun. La sentence est tombée. Les personnels du service de reprographie de l'Office du baccalauréat sont à compter de la date de signature de la présente décision et sans préjudice des poursuites judiciaires suspendues pour une durée de 3 mois. L'opinion publique qui demandait des sanctions au lendemain de la découverte de cette déviance devrait être satisfaite. Les citoyens d'Afrique centrale marcheront peut-être un jour pour leur forêt de plus en plus menacée. Mais en attendant, ce sont les chefs des départements ministériels en charge de ce patrimoine qui étaient en conclave via la visioconférence cette semaine, avec à la fin quelques décisions. Il faut doter la Comifac d'experts permanents et non plus de consultants. Nous sortons également de ces travaux avec la satisfaction de l'annonce faite
par notre collègue de la République démocratique du Congo, de la disponibilité de son pays à pouvoir abriter le 3e sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de la COMIFAC. Du côté des travaux publics, une journée d'information de la presse a été organisée sur le chantier de construction de l'autoroute Yaoundé-Douala et jeudi, le chef de ce département ministériel s'est rendu sur le chantier de construction de la route Kolé-Sondine-Bagba-Bouam. Les travaux avancent malgré la Covid-19 et il n'est pas reparti déçu. Pas déçu non plus, le président du comité d'organisation du CHAN au terme de la visite des infrastructures sportives et relatives que le ministre Narcisse Mouele-Kombi a effectuée. Voilà la semaine sociale telle que vue par la rédaction Centrale TV de la CRTV. Retour sur ce plateau avec notre invité, Chief Mbile Norbert Nangia. Voilà, le chef supérieur des Batanga dans le département du Ndian, région du Sud-Ouest. Pour ce qui va un peu constituer la dernière ligne droite de notre entretien, je voudrais rappeler que vous êtes le fils d'un des grands acteurs de la réunification et de l'avènement de l'État unitaire au Cameroun. Quand ce genre de situation survient aujourd'hui, il y a 4 ans déjà, que nous sommes dans cette crise, comment est-ce qu'aurait réagi celui qui était votre père, N.M. Mbile? Mon père, N.M. Mbile, Honorable N.M. Mbile, qui, ce n'est pas un secret, avait opté, quand les Nations Unies avaient décidé que nous ayons l'indépendance en nous associant soit au Nigeria ou au Cameroun. Du Cameroun. Avait opté pour que nous joignions le Nigeria, mais avait été battu aux élections lors du plébiscite. Ça, c'est le référendum de 61. Non, c'était le plébiscite. Le plébiscite. Oui, le 61. Le 11 février 61. Nous avons été perdus. Ils sont même allés aux Nations Unies pour demander que les centres où les populations ont voté pour tel endroit soient rattachés au Cameroun et que ceux qui ont voté contre partent au Nigeria. Oui, et les Nations Unies ont dit non. Nous prenons le résultat du plébiscite comme un seul résultat. Et le territoire étant un, il fallait... Bon, revenant, ils sont venus. Son livre, il a écrit un livre qui est très cru. Il a dit, ce livre-là, sur la première page, la page de garde, c'est la photo où ils sont tous revenus, les KNDP de J.N. Foncha et le CPNC de IMLN Delhi et le NNBLE, ils sont revenus, ils ont pris cette photo pour dire qu'ils acceptent le résultat du plébiscite et qu'ils font tous pour que cette expérience soit une réussite. Donc, c'était quand il nous a même élevés, il ne cessait de nous dire que soyez des Camerounais dignes et exemplaires. Et après avoir été pour le rapprochement. Oui, c'est même pour cela que j'ai pris un intérêt particulier à la langue française. Vous savez, moi, je ne suis pas francophone. Absolument. Mais alors, votre français, il est... Oui, mais j'ai voulu apprendre le français parce que je me suis dit, je veux communiquer avec mes frères. Et c'était une très bonne décision. Et cela a duré de 61 jusqu'à 72, jusqu'à aujourd'hui. On parle de presque 60 ans. Même si il y avait des choses à retoucher. Ce n'est pas toute la fabrique qu'il faut mettre. Alors là, il est question d'atteinte à l'intégrité territoriale du Cameroun. Oui. Qu'aurait dit votre père? Non, il avait même commencé. Vous savez, ces gens-là existent depuis. Il y a le SCNC, Southern Cameroon's National Council. Oui. Ils étaient là depuis. À un moment donné, je me rappelle, le gouverneur du Sud-Ouest était monsieur Eyazanga. Je suis allé lui-même lui dire, monsieur, pourquoi chaque 1er octobre, vous mobilisez l'armée pour arrêter les marches de tel ou de tel qui se disent appartenir au SCNC. Laissez-les marcher et on va voir combien ils sont.
Et on va avoir les débats et on va faire comprendre aux populations que voilà ce que ces gens-là proposent, voilà ce que nous autres, nous proposons. Mais vous voyez, l'administration a toujours été accusée de traîner des vestiges coloniales. La colonisation. Oui, c'est-à-dire cette façon d'utiliser la même faute partout et parfois utiliser sans réfléchir. Parce que parfois, il faut laisser comprendre les populations sur une situation donnée. Le SCNC, qu'est-ce qu'il projetait? Qu'est-ce qu'il proposait? Les gens devaient dire depuis non. Ça veut dire que maintenant là, quand il venait de proposer, il devait nous proposer que nous associons, nous séparions. On devait dire que non, cette affaire est débattue toutes les années et nous ne voulons pas. Mais parce que ça a été créé comme un secret qui est dans le sac ou bien un diamant qui est caché, qu'on ne veut pas que les gens voient. Les gens ont pensé que c'était une bonne chose. Quand ils sont venus, c'est comme si c'est une nouvelle idée. Ce n'est pas une nouvelle idée. Le SCNC, sous Gori Dinka, c'est lui qui a créé le SCNC à Calabar, ça existe depuis. Et chaque fois, il venait, mais c'était impopulaire. Il n'avait même pas 1% de population. Mais maintenant, ils sont venus autrement. Et par les avocats et les enseignants, les grèves. C'est comme si ce n'était plus le SCNC. Mais c'était toujours le SCNC. C'est comme ça donc que le monstre est né. Alors, nous allons finir par un petit bout d'histoire, assez rapidement, Chief. Vous êtes chef supérieur des Batanga du Sud-Ouest. Oui. Alors, lorsqu'on dit Batanga au Cameroun ici, on voit du côté de Kribi, du côté du département de l'océan. Vous vous retrouvez dans le Ndiane, notamment. Oui. Comment? Oui, vous savez, j'étais à l'université. C'est là où j'ai découvert que il y a les Batanga. Parce que, non. Du côté francophone. Oui. Aussi. J'ai trouvé un ami qui dit que lui, il est Batanga. J'ai dit, mais Batanga d'où? Et il m'a dit qu'il est... Bon, bref, aujourd'hui, je peux vous dire que nous entretenons de très bons rapports avec nos frères du Kribi. Vous parlez exactement la même langue? Non, vous savez, les langues sont toujours influencées par les autres langues qui les entourent. Mais nous avons les mêmes mots souches de langue sawa. Le ndabo reste ndabo, molema reste molema, le cœur, maliba, d'autres madiba, nous on disons mariba. C'est donc la en même fait, chose. les Batanga du Sud-Ouest, les Batanga de l'océan, donc de la région du Sud, sont issus, j'allais dire, de la même matrice. Oui, la même matrice. Je crois que nous tous, nous sortons du bassin de Congo. Et comme tous les autres. Comme tous les Sawa. Oui. Et puis, peut-être nous sommes déplacés à des moments différents, à des périodes différentes. Et ils sont partis, leur groupe a décidé de s'éterniser à Kribi, si j'ose dire. Et autour de Kribi. Et nous autres, continué. Groupe, oui, je crois que nous sommes sortis derniers après eux. Nous avons contourné le monde Cameroun pour arriver. Nous sommes arrivés là où nous sommes. L'histoire dit peut-être il y a 700 ans seulement. Vous savez, 600, 700 ans, voire même moins. Donc, c'est pour vous dire que voilà une des margies heureuses de la réunification. Parce que quand on votait pour aller au Nigeria, on ne savait pas que de l'autre côté, on a des frères qui s'appellent le même, alors que chez le Nigeria, il n'y a pas les Batanga. Et d'ailleurs, même, ça va plus loin. Vous allez dans l'Est, il y a certaines tribus qui sont pratiquement, qui ont les mêmes coutumes, qui parlent comme nous. Donc, je crois que ça, c'est l'épreuve que nous avons bien choisie. Et que tous ces problèmes qui nous minent sont des comment on dit, les petits accidents de parcours. Le train quel le Cameroun va continuer sa marche vers la Grande Plaine. Et qu'enfin, tous ces problèmes vont être résolus et le Camerounais va jouir de son... Vous savez, quelqu'un m'a dit l'autre jour que quand on mange au Cameroun, on ne sait pas qu'on est béni.
que allez dans d'autres pays, vous allez voir qu'ils mangent pratiquement le même mets tous les jours. Ils n'ont pas beaucoup de nourriture, mais un Camerounais peut manger du premier jour jusqu'à la fin du mois des mets différents en changeant de mets. C'est de ça qu'il s'agit donc quand on dit unité dans la diversité. Tout à fait. Donc nous devons vraiment accepter tout cela comme les parcours avancés. Chief Mbile Norbert Nangia, chef supérieur des Batanga dans l'Indiane, département de la région du sud-ouest Cameroun. Vous étiez l'invité d'Actualité Hebdo et ça a été un plaisir de nous entretenir avec vous. Un très grand plaisir pour moi de vous rencontrer, monsieur. Merci. Madame, monsieur, Actualité Hebdo s'achève. Restez en compagnie des programmes de la CRTV. Bonsoir, bonne semaine et à dimanche.